Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin prend avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 17 août 2018 et aujourd'hui nous avons l'IPC de la zone euro ce matin et l'IPC du Canada qui sont attendus, qui sera attendu pour le coup celui du Canada cet après-midi à 14h30. Ça sera les deux rendez-vous majeurs de la journée, un à 11h, le second à 14h30 comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc on va passer tout de suite à l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on passe rapidement au briefing d'actualité. Toujours sur la Turquie, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a averti que les États-Unis prendraient des sanctions supplémentaires contre Ankara si Washington n'obtenait pas la libération du pasteur Andrew Brunson. Dans la même journée, on a eu le ministre turc des Finances qui a annoncé que son pays n'était pas en contact avec le FMI pour un éventuel plan d'aide et qu'Ankara n'aurait pas recours au contrôle des capitaux. Donc cette dernière annonce a plutôt rassuré les marchés, continue d'ailleurs à rassurer les marchés depuis le début de la semaine. On a des mesures qui ont été prises par la Banque centrale visant à durcir les conditions pour shorter la livre turque. Et on a ce discours rassurant finalement de la part du ministre des Finances pour tout investisseur, même si c'est pas un engagement, ça permet de rassurer le marché. Et donc on a la livre turque qui rebondit depuis le début de la semaine, comme vous le savez. Bon, elle est encore très loin de ses niveaux du début d'année, elle est encore loin de son niveau de pré-crash de la semaine dernière, mais voilà, en tout cas on a un rebond et ça c'est bon signe pour les marchés émergents. En parlant de marchés émergents, on passe tout de suite à l'Afrique du Sud, vous voyez, baisse de 1% du rand suite aux propositions d'un parti d'extrême gauche de nationaliser la Banque centrale, ce qui permettra au ministre des Finances de nommer ses administrateurs. Euh, Concernant l'Iran, on a Washington qui se dit prêt à imposer des sanctions secondaires aux pays qui ne respecteraient pas les sanctions américaines. Et enfin, au niveau de la guerre commerciale, on a les gouvernements chinois et américains qui ont annoncé qu'ils organiseront des pourparlers commerciaux le 21 et 22 août. Ça devrait être des pourparlers mineurs, ça ne devrait pas être vraiment décisionnel, mais en tout cas, ça donne des bonnes perspectives pour le marché, ce qui permet encore une fois de soutenir les marchés émergents, les marchés asiatiques et les matières premières. Au niveau du résumé de la séance américaine et asiatique, on a eu une hausse des marchés actions avec un Dow Jones qui a surperformé, donc les valeurs industrielles qui ont plutôt dominé le marché hier. On a le DXY qui a perdu moins 0,10%. On va voir dans un petit instant, mais le dollar commence c'est pas qu'il commence, mais il teste des résistances majeures. C'est pas parce que le dollar teste une résistance qu'on va avoir un signal, qu'on peut shorter, c'est pas suffisant parce que le cours rejoint une résistance que c'est suffisant pour shorter le dollar. Mais en tout cas, ça invite à surveiller vraiment l'action du prix de plus près pour surveiller s'il n'y a pas des signaux baissiers. Donc on a le dollar DXY et notre dollar index, vous savez qu'on a sur la plateforme TradingView, qui sont tous les deux sous des résistances majeures. Donc voilà, moi je reste haussier sur le dollar à court terme, étant donné que la tendance est toujours haussière, mais c'est pas impossible qu'on ait un retournement. Ce matin, on a le yen qui progresse très légèrement, plus 0,05. On a un gold qui est sous pression, le Nikkei et le Hang Seng qui sont en hausse. Donc plutôt de l'appétit pour le risque. Gold en baisse, Nikkei, Hang Seng en hausse. Donc vous voyez finalement le gold, quand il n'est pas sanctionné par le dollar, quand il n'est pas sous pression à cause du dollar, c'est finalement à cause de l'appétit pour le risque. Parce qu'en fait, le DXY, dans quel en ce moment, dans quel contexte il s'apprécie dans le contexte d'aversion au risque. Dès qu'il y a une aversion au marché émergent, une aversion au marché asiatique en raison du possible ralentissement de l'économie chinoise qui pourrait être accéléré par, euh, par la guerre commerciale, eh bien on a le cash qui revient aux États-Unis, qui revient aux États-Unis. Donc le DXY est haussier. Donc finalement, dès qu'il y a l'aversion pour le risque, en ce moment, le gold ne profite pas parce que dans le même temps, on a le dollar qui augmente et donc ça fait pression sur le gold.
Et quand on n'a pas l'aversion pour le risque, on a donc de l'appétit. Et si on a de l'appétit, le gold n'a généralement le gold ne s'apprécie pas en période d'appétit pour le risque. Donc finalement on a un gold qui, en fait, presque dans tous les cas en ce moment, il est baissier. Si vous regardez d'ailleurs les chandeliers journaliers, j'ai pas regardé le ratio, mais ça doit être au moins du 4 sur 5 ou du 5 sur 6 de chandeliers baissier pour un chandelier haussier. Au niveau du calendrier économique, donc, pardon, excusez-moi, 11 heures IPC de la zone euro, c'est l'IPC final, donc il ne devrait pas avoir beaucoup de volatilité, à part s'il y a une grosse divergence par rapport à la première estimation. Donc IPC annuel attendu à 2,1%, donc vous voyez, revu à la hausse finalement par rapport à la première estimation. L'IPC core 1,1, donc dans la lignée de la précédente publication. Donc comme vous le savez, si on a un chiffre qui ressort finalement plus supérieur à ce qui est prévu, eh bien ce sera positif pour l'euro. Et si c'est en dessous de ce qui est prévu, si c'est inférieur, dans ce cas-là, ce sera baissier pour l'euro. 14h30, l'IPC du Canada attendu à 2,5% et 0,1% sur un rythme mensuel. Voilà, donc très bonne inflation du Canada. Une hausse des taux au moins attendue cette année, au minimum. Si on a un accord de l'ALENA, il y en aura au moins deux. Donc tout va dépendre de l'ALENA sur le rythme de hausse des taux. Hein. Si on a un accord, la Banque du Canada va vite relever ses taux et dans le cas contraire, elle va ralentir, pas ralentir parce que elle est déjà dans un rythme de hausse des taux vraiment très très lent. C'est en moyenne une hausse des taux tous les 5-6 mois, on va dire. Mais voilà, c'est sûr que s'il y avait un accord de l'ANA qui était trouvé, elle releverait ses taux presque tous les trimestres finalement. Voilà, et à 16 heures, l'indice de confiance du Michigan attendu en hausse à 98 points. Voilà, donc bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien. Son image ok, merci pour cette confirmation. Edgy, bien le bonjour à vous. Luc, François, Dany, bonjour, voilà, bonjour à vous également. Stéphane, que je salue. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les demander via le chat et j'y répondrai le plus rapidement possible. Alors, on fait l'analyse du dollar, le DXY, on va se mettre en journalier. DXY qui atteint, vous voyez, cette résistance qui n'est plus ni moins que en fait ce support. La parallèle, en fait, pardon, excusez-moi, la parallèle de ce support. De ce support en rouge ici. Qu'on reporte au sommet entre les deux creux. Et vous avez cette oblique dont le cours est en baisse après l'avoir rejoint. Donc pour la deuxième séance consécutive, vous voyez, on a eu une journée en baisse, clôture à la baisse jeudi. Et ce vendredi, on est en train de faire également une baisse. Forcément, s'il y a une déception de la part des chiffres de l'inflation en zone euro, le DXY a de fortes chances d'être aussi, étant donné que l'euro compte à 56% dans l'indice DXY. Donc si le marché est déçu de l'inflation en zone euro, il va vendre l'euro et donc le dollar va mécaniquement remonter. Donc DXY à court terme sous pression. Ça ne change en rien la tendance qui à moyen terme est toujours haussière. Tant que le DXY évolue au-dessus de cette moyenne mobile en vert, qui est sa moyenne mobile à 50 jours, honnêtement, je garde une perspective haussière sur du moyen terme. Au niveau du dollar, vous voyez ce dollar index, on va se mettre sur un an. Non, vous savez quoi, on va se mettre depuis 2016, 2015, 2016. Vous voyez qu'on a un beau canal, donc on a cette résistance, 2 points. On reporte l'oblique. On reporte, et là vous voyez on a eu ce troisième point de contact, donc un parfait, un deuxième qui était exploitable, puisqu'on pouvait exploiter ce canal depuis ce moment-là, depuis qu'on a eu le deuxième rejet. Donc ici on a eu un signal exploitable, la divergence haussière, le fait que le cours venait sur le bas de ce canal, mais également sur son oblique haussière, finalement depuis le début du bull market du dollar qui remonte à 2011 hein, sur du long terme. Donc voilà, on avait une belle configuration haussière, et là vous voyez qu'on revient en dessous de canal, et ça y est, on teste la résistance, et ça fait pareil, c'est le deuxième jour de baisse qu'est en train de faire le dollar, accompagné d'une belle divergence baissière. Donc encore une fois, c'est
beaucoup trop tôt pour, comment dire, shorter le dollar, parce que la tendance elle reste haussière. Mais si le dollar décide de franchir cette moyenne mobile à 50 jours, pardon, et que le RSI passe sous 50 après cette grosse divergence baissière, ça serait un important signal baissier. Et on pourrait anticiper un retour à cette oblique. Donc vous voyez une baisse de 5% depuis les prix actuels. Et imaginons on dépasse cette moyenne mobile, donc la moyenne mobile d'ici là aura remonté. On aura une baisse au moins de 4%. Donc sur un indice, c'est beaucoup 4%. Ça fait un retour de l'euro-dollar concrètement à 1,20 au minimum. Donc voilà. Donc c'est trop tôt pour dire qu'on aura qu'on arrive dans une tendance baissière de moyen terme, parce que la tendance elle reste haussière. Mais si dans les prochaines séances, prochaines semaines, on a ce dollar index qui passe sous cette moyenne mobile à 50 périodes, et pareil que le DXY confirme ce signal baissier, alors ça sera oui possible de payer les devises majeures face au dollar. Alors oui, on n'aura pas payé le point bas sur l'euro dollar, parce que si ce dollar baisse, si le DXY baisse et si cet indice dollar baisse, eh bien ça veut dire que l'euro dollar ou le GBP ou voilà, la plupart des paires majeures ont déjà rebondi, mais ce n'est pas pour autant que ce sera la fin de la tendance. Vous voyez par exemple ici, on avait donc le rebond, le prix qui clôture au-dessus de sa moyenne mobile. Si vous superposez avec le gold ou avec l'euro dollar, donc on va le mettre, vous voyez, clôture au-dessus de la moyenne mobile. Donc là c'est l'euro dollar en bleu et le gold qu'on va mettre en jaune. Et vous voyez que finalement c'est pas parce qu'on a eu une hausse ici au-dessus de la moyenne mobile qu'on a eu la fin du comment dire, eh bien de la tendance baissière, loin de là en fait, loin de là. Et c'est pareil si on monte par exemple aux signaux ici, clôture au-dessus, on a eu une baisse du gold et de l'euro, clôture en dessous de la moyenne mobile, donc baisse du dollar, forcément hausse de l'euro, hausse du gold. On peut continuer cela en tant que l'on souhaite. Et on a des signaux quand même assez perspicaces hein, sur cet indice dollar. Donc voilà, forcément il n'y a jamais 100% de bons signaux, et c'est pour ça que finalement les stops et la gestion de risque est indispensable au trading, sinon on n'aurait pas besoin de mettre des stops. Mais donc vous voyez, d'un point de vue d'analyse technique, le DXY et ce dollar index sont tous les deux sous résistance. Donc à court terme, il y a peut-être une baisse. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point haut sur le dollar? Personnellement, tant que le DXY et cet indice dollar sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, je n'anticiperai pas le point bas des paires majeures. Voilà. Donc ça, je ne dirais pas que l'euro dollar a fait un point bas à 1,13, même si, comme je vous l'ai dit hein, depuis une ou deux séances, j'ai une conviction que l'euro dollar a fait ce point bas à 1,13. Je pense pas que ce soit tradable. On n'a pas les signaux suffisants. DXY, ETE en 4 heures. Alors regardons cela. 4 heures DXY, ET. On n'a pas encore le E. Vous voyez, on n'a pas la seconde E. On n'a pas la seconde. Ou alors elle est très courte. Elle est très courte. Et vous voyez que cette ligne de coup, point bas, n'a pas été franchise. Donc, pour moi, il n'y a pas d'épaule tête-épaule. Tant que la ligne de coup n'a pas été dépassée, on ne peut pas parler d'épaule tête-épaule. Hein. Donc voilà. Donc encore trop tôt pour dire qu'il y a une épaule tête épaule. Et là, si finalement on l'a, si le cours clôture en dessous de sa ligne de coup, l'objectif sera cette hauteur de la tête au niveau du breakout. Donc ça dépend où se fera le breakout. Mais vous voyez à peu près retour au R1 mensuel vers les 95 et quelques. Voilà, donc par conséquent, puisque le DXY et notre dollar index sur TradingView sont tous les deux sous résistance, comme je l'ai dit, à court terme, il y a une perspective baissière, et donc forcément l'eurodoll, le gold, le GBP USD, etc., ont des chances de rebondir. Donc l'euro-dollar, ça dépend également de l'inflation à 11 heures qui sera publiée, mais si on fait abstrait de l'inflation, vous
voyez que la prochaine résistance de l'euro-dollar, c'est 1,1450. 1,1450, si on se met en weekly, c'est ce fameux pivot depuis 2015 en fait. C'était une résistance, c'est devenu un support. Et maintenant, on est repassé en dessous. Donc voilà, 1,1450, en fait, c'est finalement sa psychologie des 1,15. 1,1450, 1,15, on a une résistance importante. Donc là, c'est potentiel retour de l'euro-dollar à court terme à 1,14 ou 1,15. Le GBP USD. Le GBP USD, cassure des 1,30. Il y a en début du mois, il me semble, fin du mois de juillet, début du mois. Là, on apparaît en rebond, mais on voit que le rebond, il se fait quand même de façon beaucoup moins importante en termes d'amplitude que l'euro-dollar. D'ailleurs, si on regarde l'euro GBP, il est en hausse. Vous voyez, donc on a l'euro qui surperforme le GBP. Et c'est pour cette raison que finalement le rebond du GBP devrait être de façon moins importante. Si on a des signaux baissiers sur l'euro GBP, ça veut dire que le GBP commencera à surperformer l'euro. Et donc dans ce cas-là, ce sera préférable de trader à l'achat le GBP USD. Mais tant que l'euro GBP est dans une tendance haussière, vous voyez au-dessus de ses moyennes mobiles en journalier, 200, 20, 50 ou 100, c'est-à-dire que l'euro surperforme le pound. Et donc, si on veut trader le dollar, autant le faire à l'achat face à l'euro ou en vente face au dollar, face au GBP. Alors, les traders pour compte propre ne sont pas des analystes, ils prennent leurs risques et ne sont pas salariés. Euh, alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Les traders pour compte propre ne sont pas des analystes, ils prennent leurs risques et ne sont pas des salariés. Alors, de toute façon, oui, trader pour compte propre, c'est par définition un trader pour son propre compte. Donc, il ne va pas être salarié si c'est un trader pour compte propre. Donc voilà, maintenant, il y a des analystes salariés qui peuvent trader pour leur compte et non pas pour le compte de leur boîte. Voilà, donc je ne sais pas si c'était destiné à quoi ce message, mais oui, un trader pour compte propre n'est pas salarié. Mais c'est pas parce que quelqu'un est analyste qu'il ne peut pas être trader pour compte propre. Certes, ça va pas être sa profession, mais il peut trader également pour son compte. Voilà, donc l'euro GBP dans un canal haussier, et vous voyez que finalement le canal, l'oblique, si on devait les actualiser, ces obliques, eh bien elles sont de plus en plus verticales, ce qui indique une accélération du momentum. Regardez ici, point bas, support. Et ici, auparavant, celle de plus long terme, point bas, un peu plus plate. Donc on a une accélération du momentum. Dès que vous avez des obliques de plus en plus haussières ou de plus en plus baissières, ça dépend de la tendance, hein. Mais là on est dans une tendance haussière, donc si vous en avez des plus en plus haussières, ça veut dire qu'il y a une accélération du momentum. L'USD Yen, deux devises particulièrement fortes sur du moyen terme, laquelle va surperformer probablement le yen, hein. Regardez le DXY comme je vous l'ai dit, enfin concrètement les indices dollars sont sous résistance, alors que le yen finalement a une perspective haussière. Pourquoi? Un, parce que s'il y a la version pour le risque, on a le yen qui progresse, mais tout comme le dollar en ce moment. Mais deux, même quand il y a de l'aversion pour risque, le yen est payé parce qu'il y a une spéculation de plus en plus importante du marché sur une nouvelle modification de la politique monétaire de la BOJ. Donc c'est un peu comme, c'est un peu l'inverse du gold en ce moment. C'est-à-dire que le yen s'apprécie dans les périodes d'aversion pour risque, on le sait, c'est une devise refuge, mais également dans ce contexte d'appétit, parce qu'on a cette spéculation sur une potentielle nouvelle flexibilité de la BOJ. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la courbe des taux est de plus en plus plate pour le Japon, et donc les investisseurs spéculent sur le fait que la BOJ va permettre que cette courbe des taux s'accentue, se quantifie à nouveau. Et donc la seule façon de le faire, c'est d'augmenter les rendements de long terme, c'est-à-dire euh, de ajouter une certaine flexibilité à son programme
d'achat d'obligations de JGB à 10 ans. Vous savez que fin juillet, elle a indiqué, cette banque du Japon, qu'elle serait plus flexible, qu'elle augmentait sa fourchette de flexibilité. Et donc, au lieu d'intervenir lorsque le rendement arrivait à 0,10%, la BOJ a indiqué qu'elle tolérerait une fourchette de plus 0,20%. Ce qui veut dire que maintenant, si le rendement du JGB à 10 ans arrive à 0,20, c'est à ce moment-là que la BOJ achètera des obligations d'État japonaises. Et il se peut que lors des prochaines semaines, prochains mois, la BOJ se montre encore plus flexible et indique finalement ce ne sera pas 0,2 mais 0,5%. C'est un scénario, ce n'est pas encore fait, mais c'est possible. Et si c'est le cas, ça soutiendra le Japon, enfin le Japon, le yen. Donc voilà, et si on finalement on superpose au rendement du 10 ans japonais, donc là on a fait 0,10, pullback, alors attendez, je vais mettre sur le graphique comme ça sera plus clair. Donc JP. Donc vous voyez, on dépasse les 0,10, on réintègre, et si on a une nouvelle hausse, eh bien ça soutiendra à nouveau le yen. Ça soutiendra à nouveau le yen. Voilà, donc il y a cette spéculation qui permet finalement, même dans les périodes d'appétit pour risque, eh bien d'avoir une hausse ou en tout cas pas vraiment de baisse du yen. Sur le yen index, il est en hausse. Alors Didier bonjour. Lui qui me dit les analystes ne prennent pas de risques. Alors ça dépend ce que vous appelez risque, si c'est risque d'argent ou pas. Risque en tout cas un analyste ne peut pas dire non plus ce qu'il souhaite parce qu'il y a quand même une parole. Si un analyste dit n'importe quoi, forcément personne, enfin il sera plus crédible. Donc il n'y a pas de risque d'un point de vue d'argent, à part s'il trade pour son compte lui-même à côté. Mais oui, un analyste en soi n'est pas un trader pour l'entreprise. Et donc Didier qui dit les analystes salariés et idem pour les traders ou gérants des banques ou assurances peuvent trader pour leur compte propre, mais pas sur les actifs sur lesquels ils travaillent professionnellement. Ça date de la COB dans les années 2000. La COB est devenue l'AMF. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a quand même des. C'est pas parce que un analyste parle d'un actif qu'il n'a pas le droit de le trader. Ça dépend en fait, c'est quel actif. Ça dépend si c'est le produit. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de pas mal de choses. Autrement, nous, en tant qu'analystes, nous pourrions pas trader ni le forex, ni les actions, ni les indices, en fait rien du tout. Donc, en fait, ça dépend aussi des produits, du support sur lequel on trade. Donc, voilà, c'est très compliqué et ça dépend également les régulateurs. Personnellement, vous savez que je suis au Royaume-Uni, donc c'est la FCA, c'est pas l'AMF. La FCA est encore, je pense, un peu plus dur. En tout cas, c'est un régulateur qui est un des plus durs finalement. Ça dépend sur quel point, mais oui, il y a des restrictions en tout cas. Ce qui est certain, c'est que quand vous travaillez dans le secteur de la finance, vous ne pouvez pas faire, vous n'êtes pas autant aussi libre que si vous êtes un particulier ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde de la finance. Voilà, donc quand vous travaillez dans ce secteur, vous avez des restrictions d'un point de vue trading, investissement. Étant sur résistance, le yen va-t-il revenir chercher son support et tester dans son range? Alors, étant sur résistance, le yen va tester son support et tester. Alors, si vous parlez de ce yen index, hein, je n'envisage pas un retour en bas du canal. Moi, je n'envisage pas un retour. Je pense que c'est une période de consolidation. On va peut-être avoir une baisse, un retour. Vous voyez à ce niveau, donc c'est 0,01. Ne faites pas attention à l'échelle parce que c'est pas tradable, ce n'est qu'un indice. L'importance dans cet indice, c'est regarder la tendance. C'est pas la valeur. Mais vous voyez qu'on a potentiellement une petite phase de respiration avant une nouvelle hausse. Vous voyez là, on consolide sous finalement dans la résistance. Le RSI qui est à 66, on va peut-être avoir un retracement et ensuite le rebond. Mais là, vu la taille, enfin, les perspectives de retracement sont
sont assez limités. Donc c'est pour ça que je ne suggère pas de payer les paires en yen et donc de shorter le yen. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie de shorter le yen. Voilà, donc à court terme, rebond des paires majeures, étant donné que le dollar DXY est sous résistance. Scénario d'invalidation, c'est bien évidemment si le DXY dépasse cette résistance. Dans ce cas-là, faudra oublier les stratégies d'achat à court terme des paires majeures. Mais voilà, court terme, achat paires majeures. Moyen terme, on reste, enfin personnellement, je reste dans une perspective, comment dire, haussière du dollar tant que le DXY et notre dollar index n'ont pas tous les deux dépassé leur moyenne mobile à 50 jours. Didier qui me demande, pouvez-vous faire une analyse sur le NZD-USD en UT 4 heures et UT 15 pour du day trading? Alors, voilà, bullish, hein. Regardez déjà NZD plus 0,02%, donc c'est neutre, alors que le dollar est en légère baisse. On a les commodities déjà. Commodities, TRJ, vous voyez, ça c'est le Thomson, c'est le CRB Index. Le fameux CRB Index qui est en hausse de 0,76 hier. 0,76 hier. On a eu les marchés actions hier qu'on clôture également dans le vert. Ça c'est le MSCI World, plus 1,26% hier. Ce qui est normal parce que mercredi on a eu un important sell-off, comme je vous l'avais dit hier matin dans le précédent webinaire. Dès qu'on a une vente majeure sur un marché, on a très généralement le lendemain un rebond. Que ce soit sur les commodities, que ce soit sur les indices, que ce soit sur une devise, peu importe. Dès qu'on a vraiment une hausse de la vente, dès qu'on a finalement un mini crack en intraday, une baisse d'1% ou plus, sur un indice, on a généralement le lendemain un rebond, ce qui est le cas. Et donc en fait, on a de l'appétit pour le risque. Et d'ailleurs, on le voit, le dollar est en baisse, le yen est en hausse, comme je vous l'ai dit, à cause de la spéculation. Donc si on oublie le yen, on a le franc qui est à l'équilibre, l'AUD qui est en hausse, le NZD qui est en hausse. Vous voyez, donc on a finalement les devises commodities, les devises océaniques qui sont exposées au risque de ralentissement chinois, de l'économie chinoise, pardon, et bien qui sont dans le vert. Donc ça montre bien que le marché est favorable au risque ce matin. Et d'ailleurs, si vous regardez les devises émergentes, elles rebondissent depuis quelques séances, ce qui montre bien qu'on a un léger appétit pour le risque depuis finalement mercredi, jeudi. Enfin plutôt jeudi, depuis hier. Donc le NZD haussier à court terme, tout comme l'ensemble des paires majeures, encore une fois, DXY sous résistance. Donc forcément, ça devrait soutenir le NZD-USD. Première résistance, c'est le S2 mensuel qui a été dépassé, vous voyez, jeudi de la semaine dernière. Donc le S2 qui est à 0,6612. Et ensuite les 0,6642. En UT15, alors UT15, on a des creux et des sommets de plus en plus hauts, quoique ici on n'a pas un dépassement du précédent sommet. Par contre, le RSI est toujours soutenu par son oblique. Tant qu'il est soutenu par cet oblique, on a une hausse du NZD-USD. Si on a un creux plus bas, ça sera un début de tendance baissière. Voilà, mais en tout cas, pour le moment, il semblerait que la tendance soit clairement, à court terme, elle est baissière en intraday. Enfin, elle est haussière, pardon, en intraday. Ouais, depuis hier, on a une hausse, et donc je pense que c'est possible, oui, d'anticiper une hausse. Maintenant, honnêtement, si le dollar baisse, vous savez que les devises qui en profitent le plus, c'est généralement l'euro ou la livre sterling. Donc, si il y a une stratégie de vente du dollar à très court terme, personnellement, je privilégierais l'achat euro pour viser les 1,1450 comme je vous l'ai dit dans un petit instant. Alors peut-être pas en intraday parce que ça semble assez loin, mais voilà, en swing trading, ça me semble possible. En intraday, on peut viser simplement le plus haut de la veille. Philippe, bonjour, la hausse du Dow Jones hier est phénoménale, plus de 400 points et pas beaucoup d'analystes l'ont vu. Est-ce que ça peut arriver sur l'IBEX plus de 400 points par exemple lorsqu'on est placé à la hausse après un mouvement pareil, le stop étant journalier sur M50? Non. Alors est-ce que ça peut, alors déjà la première question, est-ce que ça peut arriver sur l'IBEX? Oui, ça peut arriver sur l'IBEX. Maintenant, plus on est dans une tendance baissière et moins il y a de chances qu'on ait un rebond après un sell-off.
comment c'est qu'on est dans une tendance baissière? Eh bien ça, c'est l'analyse technique. Soit vous regardez des obliques, soit vous regardez, moi j'aime bien regarder la moyenne mobile à 200 jours. Et là, vous voyez que finalement, dès qu'on a un actif sur la moyenne mobile à 200 jours et qu'on a un sell-off comme on a eu mercredi, eh bien le rebond de la journée suivante est moins garanti, ou alors se fait de façon moins importante. Parce que si on a le cours dans une tendance de fond qui est baissière, on a finalement moins d'acheteurs et on a une pression vendeuse beaucoup plus importante. Donc c'est normal que le rebond se fasse de façon moins intense. Voilà. Alors que Dow Jones, S&P, Nasdaq, c'est clairement au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours, ouais, à 200 séances. Donc dès qu'on a un sell-off, on a un rebond qui est majeur. Et là, on le voit très bien. On a un rebond quand même extrêmement important. Et dans ce cas de figure, oui, la moyenne mobile à 50 jours peut faire office de support. Mais voilà, cette stratégie entre guillemets, enfin cette indication comme quoi il y a généralement un rebond après un fort sell-off, après une puissante chute intraday, est valable surtout pour les actifs qui sont dans une tendance haussière. Si on est dans une tendance baissière, ce n'est pas forcément le cas. Donc l'IBEX, étant donné que l'indice est dans une tendance baissière, c'est pas parce qu'on a un sell-off, vous voyez qu'on a un rebond majeur. Loin de là. Alors que si vous regardez par exemple le CAC, il me semble, a fait un bien meilleur rebond hier. Ouais, donc par rapport du plus bas au plus haut, si du prix de clôture de la veille au prix de clôture de la hausse, on a eu au prix de clôture de pardon de la veille avec le prix de clôture de la journée précédente, on a 1,22%. Sur l'IBEX, on a 0,48. Donc voilà, tout est une question de tendance, encore une fois. Un signal haussier dans une tendance haussière n'aura pas le même impact qu'un signal haussier dans une tendance baissière. Et pour le stop sur moyenne mobile à 50, alors si vous êtes dans une tendance haussière, le mieux, donc il n'y a pas de mieux hein, déjà, mais moi ce que je suggère, c'est de mettre toujours un stop en dessous d'un support quand vous êtes à l'achat et au-dessus d'une résistance. Donc si vous mettez votre stop, si vous planifiez de mettre votre stop à moyenne mobile à 50 jours, mettez-le plutôt un petit peu en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et non pas pile poil, parce que ça existe les rebonds, vous savez, sur une moyenne ou sur un support au pips près. Et si vous faites chasser bêtement à cause d'un pauvre pips, un pauvre pip, pardon, vous pouvez, c'est un peu, comment dire, c'est un petit peu psychologiquement embêtant. Donc voilà. Voilà, exactement Philippe. Il faut regarder la tendance générale. Question basique. Alors, comment se fait-il que l'AUD et le NZD sont considérés dans la liste des devises majeures, alors que des devises chinoises ou indiennes n'en font pas partie, alors que leurs économies sont nettement plus importantes que celles de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie? Simplement parce que quand on dit devise majeure, c'est une devise dont l'économie est développée et non pas en voie de développement. La Chine, l'Inde, quoique la Chine elle est en train de changer son statut peu à peu, mais l'Inde, c'est encore un pays émergent. Vous savez, c'est le fameux BRIC. BRIC, Brésil, R, euh, R, pardon, euh, alors j'ai un trou, BRIC. Alors on a Brésil, alors on a même le T normalement pour la Turquie. Donc dans les pays émergents, on a Brésil, Inde, Chine, Turquie, Afrique du Sud. R, Russie, voilà exactement, merci. Merci Didier, R, Russie. Donc en fait on a pas mal, on appelle souvent ça le BRIC, mais en fait il y en a plus qui sont qu'on a un coup dedans généralement. Donc les pays émergents, c'est les plus connus, hein, bien évidemment, il y en a un petit peu partout, même en Afrique, etc. Mais donc Brésil, Afrique du Sud, Turquie, Russie, Inde, Chine. Et c'est pour cela que finalement, quand on a un MSCI, vous savez, on entend souvent le MSCI Asia Pacifique ou MSCI Asia exclut Japon. Pourquoi on exclut le Japon alors que le Japon est dans l'Asie? Tout simplement parce que le MSCI Asie exclut Japon, c'est finalement l'Asie, c'est un continent qui émerge. Vous savez, c'est une zone qui émerge. Alors que le Japon, c'est une économie développée. Donc c'est pour ça que on a le MSCI
Asia exclut le Japon parce que le Japon c'est une économie développée alors que tous les autres pays, que ce soit Corée du Sud, Chine, Thaïlande, etc., c'est des pays en voie, enfin des pays émergents, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que le NZD et la UD ne sont pas des considérés comme des devises, voyez, émergentes et qui sont dans des devises majeures. C'est pas question du PIB, parce que sinon la Nouvelle-Zélande, vous savez que c'est le 20e pays en termes de PIB, donc il n'y aurait pas de raison que la Nouvelle-Zélande soit, euh, que le NZD soit une devise majeure. Vous voyez. Donc c'est pas par rapport au PIB alors. C'est par rapport vraiment si le pays est développé ou non. Voilà donc pour le Forex. Pour le Forex, vous avez mon opinion en intraday. Le CAC, donc comme tous les marchés actions, quand on a un sell-off comme ceci, comme je vous l'ai dit, on a un rebond le lendemain. Voilà, là on a une moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez qu'on a une réintégration de ce triangle. Donc faut attendre quelques chandeliers, hein, toujours. Et plus la figure est longue, plus la figure chartiste est longue, et même ou plus le support est de long terme, plus le signal est de long terme, plus il a d'impact, mais plus faut attendre de confirmation. Voilà. Là, quand on a un breakout d'un triangle symétrique qui a duré 3 mois, voire plus, dès qu'on a une pattern qui dure 3 mois, on attend généralement un peu plus d'un chandelier pour se positionner, pour confirmer finalement le breakout. Par exemple, quand on a un range de 6 mois, c'est pas parce qu'on a un chandelier qui clôture au-dessus de ce range de 6 mois qu'on a le signal. C'est un premier signal haussier, mais c'est généralement pas suffisant pour l'utiliser, parce que généralement on a pas mal de faux signaux. Dès qu'on a une sortie d'un range de long terme, il faut attendre plusieurs chandeliers pour valider le signal. Voilà, donc c'est valide également pour les patterns de long terme. Plus la pattern est de long terme, plus on a un signal important, mais faut attendre un, deux ou trois chandeliers pour vraiment filtrer ce signal. Est-ce que c'est un faux breakout ou est-ce que c'est un vrai breakout? Donc là, on voit, on a une sortie, réintégration. Donc peut-être finalement ce soir on va clôturer en dessous, ce qui va redonner une certaine indécision. Mais si à l'inverse on a un nouveau chandelier haussier et qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, en fait ce chandelier baissier aura été un faux signal baissier. Donc voilà, la journée cette séance sera assez importante pour le CAC 40, d'autant plus que c'est la clôture hebdomadaire. Donc soit on clôture la semaine au-dessus, dans le triangle, ou en dessous. Donc voilà, journée importante pour le CAC. Également, il faut faire une analyse croisée avec les autres indices européens, étant donné qu'ils sont globalement corrélés. Là par contre, l'Eurostoxx, vous voyez qu'on est toujours en dessous du triangle. Donc si on a le CAC qui réintègre son triangle, mais que l'Eurostoxx et le DAX sont en dessous, nous aurons des signaux qui divergeraient entre les indices. Donc ce ne seraient pas des signaux forcément exploitables. Donc le DAX, l'Eurostoxx toujours en dessous de ce triangle. On a eu un parfait rebond sur son plus bas de juin, hein, vous voyez, à 3340. Donc voilà, patience aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de mouvement. Hein, ça fait 40 minutes que les marchés ont ouvert et on a un CAC, un Eurostoxx qui prend 0,17, un CAC 0,15, donc on n'a pas vraiment de, de momentum en intraday. Et pareil pour le DAX. Donc DAX, on est en dessous du triangle. Donc pareil, journée extrêmement importante pour le DAX, étant donné que je vous rappelle, c'est une clôture hebdomadaire qu'on aura ce soir. Donc soit on clôture en dessous du triangle, soit on clôture au-dessus. Si on a le DAX et le CAC qui clôturent dans leur triangle, alors le signal baissier qu'on a eu mercredi aura été un faux signal. Alors aujourd'hui, ce sont les sorcières. Alors sorcières, troisième vendredi du dernier mois de chaque trimestre. Donc nous sommes en août. Donc normalement, il n'y a pas de 3 sorcières. 3 sorcières sera le 3e septembre, 3e vendredi de septembre. Donc 1, 2, 3 sera le 21 septembre. Ah non, pardon, 3 sorcières pas 4. Donc oui, 3 sorcières. Ce sont les sorcières
Alors il y a différentes sorcières, il y a les 3 sorcières et les 4 sorcières. 4 sorcières, c'est le troisième vendredi de chaque du dernier mois de chaque trimestre. Et les 3 sorcières, c'est, il me semble, tous les troisième vendredi de chaque mois. Mais bon, les 3 sorcières, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc, voilà. Et les 4 sorcières, c'est pas parce qu'il y a 4 sorcières qu'il y a automatiquement de la volatilité. C'est, ça peut être le cas, mais ce n'est pas tout le temps le cas. La différence entre les 3 sorcières et 4 sorcières. Alors, il y a le fait que les 4 sorcières, il y a expiration sur option et futur d'indices et d'actions. Alors que les 3 sorcières, il me semble que c'est que des options et ce n'est pas sur tous les actifs. Voilà, donc DAX en intraday. Puis en intraday, vous pouvez mettre un pivot journalier, pivot de la semaine et pivot mensuel. Ça vous permettra d'avoir des niveaux de support et de résistance exploitables. Donc là, on voit le pivot du jour, le R1 journalier, le S1 du jour. Il y aura très peu de volatilité à mon avis sur les marchés. Si on a une inflation qui ressort en dessous des attentes en zone euro, ça veut dire baissier euro et donc potentiellement une hausse des marchés à actions. Pour regarder la tendance des marchés à actions européens, il suffit de regarder les spreads obligataires. Donc là, on a un peu une tendance globale entre les obligations, le rendement des obligations périphériques de la zone euro. Quand on dit périphérique, c'est souvent ceux des pays du sud de l'Europe, Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Quoique la Grèce, c'est un peu mis au second plan parce qu'il y a une réadaptation du marché. Vous savez que ça fait depuis pas longtemps, c'est depuis à peine un an que la Grèce a réémis des obligations. Donc voilà, je l'ai pas inclus dans cet indice. Mais là, on a une tendance globale du rendement des pays d'Europe du Sud, Italie, Portugal, Espagne, comparé à ceux du Bund. Si on a une tendance haussière de cette courbe, on a une pression sur la zone euro. Et donc une pression sur l'euro et sur les indices. Et dans ce contexte, si on a une baisse de l'euro alors que ce rendement augmente, c'est pas un facteur positif pour les marchés actions. Parce qu'en fait, la baisse de l'euro ne sera pas en raison de la hausse du dollar, mais en raison de la zone euro en elle-même, des inquiétudes des investisseurs dans la zone euro. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'on qu'on peut trader l'euro CHF. Si vous regardez l'euro CHF, c'est en fait, vous tradez ce spread quand vous tradez l'euro CHF. Donc, si vous anticipez qu'il y aura, comment dire, de nouvelles tensions, de nouvelles incertitudes en Europe, en zone euro, pardon, et donc que ce spread augmente, dans ce cas-là, vous pouvez shorter l'euro CHF. Et à l'inverse, si vous estimez que le spread est trop élevé, euh, que ce spread est trop élevé et que les incertitudes vont diminuer en zone euro, dans ce cas-là, vous anticipez que ce spread diminue et donc que l'euro CHF rebondit. Voilà, donc là le spread en intraday il est en hausse de 0,06%, c'est pas grand chose, 4 points de base tout de même. On le voit que c'est drivé par l'Italie, finalement 3 points de base, donc le spread qui augmente de 3 points de base, c'est quand même une certaine hausse, et donc ça doit faire pression sur les marchés à actions européens. Et donc si on a ce spread qui est en hausse, mais que l'euro qui est en baisse, c'est pas parce que l'euro est en baisse que le marché action européen va être soutenu. D'accord? Faut pas croire que parce que l'euro est en baisse, on a automatiquement une hausse de, des indices européens. Tout dépend de la raison pour laquelle l'euro est en baisse. Est-ce que c'est parce que le dollar est en hausse ou est-ce que c'est parce qu'on a des tensions zone euro? Si c'est parce que le dollar est en hausse, alors oui, c'est positif pour les marchés actions européens. Mais si c'est parce qu'on a des incertitudes en zone euro, alors on n'a pas de hausse des marchés actions européens, même si l'euro est en baisse. Donc en fait, c'est très important de savoir pourquoi l'euro est en baisse. Et ce spread permet de savoir si c'est à cause des incertitudes ou si c'est à cause du dollar. Euh,
3 sorcières, expiration sur toutes les options et les futurs CAC 40, 4 sorcières en plus, expiration de tous les futurs. Voilà, exactement. C'est exactement le cas. Philippe, la question, qu'est-ce que le rebond sur les indices a des chances de se prolonger avec impulsion des US hier ou pas? Bien, pour répondre à la question, regardez ce spread. Voilà, toujours, continuez à regarder ce spread. Je vous invite à le mettre si vous avez TradingView, vous pouvez ajouter ce spread. Donc je vais vous envoyer la formule. Ce spread n'est pas tradable. C'est simplement, comme je vous l'ai dit, le rendement des obligations des pays d'Europe du Sud face au Bund. Si ce spread augmente, c'est pas parce que Wall Street est en hausse qu'on va avoir les marchés européens qui vont progresser. Par contre, si ce spread diminue, si cette courbe diminue, et que Wall Street est en hausse, alors oui, on aura les marchés actions européens qui seront très probablement en hausse. Donc je vous envoie la formule. Et voilà, vous avez juste à le coller dans cette barre de recherche. Donc le DAX, honnêtement, peu de chances qu'on ait du momentum. On voit qu'on a une baisse déjà on a une hausse de l'euro et en plus on a ce spread qui augmente très légèrement. Et enfin, est-ce que le pétrole est en hausse? Pétrole en hausse, oui. Donc pétrole, c'est bon signe. Voilà, donc DAX, CAC, Eurostock, je pense pas qu'il devrait avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui malgré les 3 sorcières. Et je passe rapidement aux matières premières. Il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, on regarde l'indice CRB Index. Le CRB Index, on va se mettre en journalier. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, mercredi, jeudi, vous voyez, on a eu une belle hausse en intraday, mais finalement, on a clôturé près du prix d'entrée. Donc ça, c'est signe baissier. C'est un signe vraiment très baissier. Parce que finalement, les acheteurs du début de séance ont été rejetés par les vendeurs en fin de séance. Mais si vous mettez en 1 heure, jeudi, hausse, et à partir de 15 heures, en fait, l'ouverture des marchés américains, on a eu une baisse. Donc le CRB Index, on est toujours dans une tendance baissière. C'est toujours dans une tendance baissière, il suffit de regarder, vous voyez l'indice sur du long terme. On est sous la moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 200, elle est, vous voyez, on est en dessous également. Donc tendance baissière pour les matières premières, principalement drivée par la baisse des métaux, puis des soft commodities comme l'agriculture. Et enfin, le pétrole qui commence à émettre des signaux baissiers, mais qui tout de même surperforme les matières premières. C'est possible, oui, de faire l'analyse technique sur le CRB Index. Regardez. Vous voyez qu'ici, on a un beau canal. Donc, on va chercher sommet, sommet, la parallèle. Et là, vous voyez, on a comment dire, un canal. Ou alors, on peut peut-être plutôt tracer un biseau. Biseau descendant. Alors un biseau n'est pas forcément une figure de retournement, et en fait c'est une figure de continuation, de tendance. Donc à suivre de très près ce CRB Index, tant qu'il est en dessous de sa moyenne à 200 jours, la tendance est baissière sur les matières premières, et par conséquent tous les devises matières premières, comme vous avez l'habitude de m'entendre parler, hein, l'AUD, le NZD ou le CAD. Alors le CAD c'est un peu plus différent parce que à court terme il est soutenu par la politique monétaire de la Banque du Canada et par les perspectives positives des renégociations de l'ALENA. Mais l'AUD, le NZD, ou si on part un petit peu plus loin, le RAND sud-africain, ou tous les pays émergents qui sont généralement des exportateurs de matières premières, enfin surtout pardon le Brésil ou la Russie, Brésil-Russie, pareil, si on a des tendances baissières sur les matières premières, on a plutôt une perspective baissière pour ces devises également. Donc voilà, tendance baissière sur les matières premières, ça permet d'avoir une idée hein, de la tendance de fond, dans quel sens trader les matières premières. L'once d'or se stabilise. Donc, comme je vous dis au début du webinaire, on a le dollar qui est sous résistance, donc on va peut-être avoir une respiration
du gold. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas comme l'euro-dollar? J'aimerais vous dire que oui. Maintenant, c'est encore trop tôt pour en être certain d'un point de vue d'analyse technique. Donc, en tout cas, le rebond, il pourrait se faire, vous voyez, un pullback à 1200. Ce qui est quasiment certain, c'est que ce soir, on va clôturer en dessous des 1200 $. Donc, on aura un chandelier hebdomadaire. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines consécutives de baisse pour le gold. Et en plus, la clôture hebdomadaire sous les 1200, c'est clairement un signal baissier pour les prochaines semaines. Voilà, donc à surveiller de près. Mais c'est pas impossible que oui, en intraday, on a une hausse du gold. Si on a une hausse de l'euro, on aura une hausse du gold. Parce que la hausse de l'euro devrait probablement, surtout, je pense, être drivée par la baisse du dollar. Et donc, qui dit baisse du dollar, dit hausse du gold et des autres matières premières. Parce que un facteur important des matières premières, c'est le dollar. Donc, l'argent en hausse également. Vous voyez, potentiel retour à 15. L'or, retour à 1200. Le cuivre, retour à 6. Brut Brent, on réintègre la moyenne mobile de 100 jours. Donc vous voyez, plus on a une période longue dans laquelle on a eu un signal, une tendance haussière par exemple, plus il va falloir attendre des confirmations pour filtrer le signal. Là, on a une tendance haussière d'à peu près d'un an au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est pas parce qu'on a un simple chandelier baissier qu'on peut l'exploiter. Alors c'est un signal baissier, mais est-ce que c'est suffisant pour passer à la vente? Ça dépend de chacun. Ça, c'est vraiment d'un point de vue trading. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, plus on a eu une tendance précédente qui était longue, plus on a eu une pattern ou voilà une configuration longue, et plus je préfère attendre pour filtrer le signal. Avoir des confirmations de la part des indicateurs ou attendre en termes de temps. Alors, vous étiez en train de répondre avec le spread. Effectivement, déjà, cette formule fonctionne sur ProRealTime. Alors, non, elle fonctionne pas sur ProRealTime, compte tenu du fait que chez IG, vous pouvez pas trader le rendement. Vous savez, on n'a pas le rendement, on a l'obligation, on n'a pas le rendement. On n'a pas le rendement de l'obligation. Donc, donc c'est pas possible de mettre des formules, ce qui est très dommage. Je ne sais pas si sur une autre version de ProRealTime c'est possible, mais en tout cas sur celle-ci, ça n'est pas le cas. Et en plus, dans tous les cas, on peut pas trader le rendement du 10 ans italien ou le rendement du 10 ans espagnol chez IG. Vous pouvez trader, il me semble, l'obligation, le BTP. BTP, c'est l'obligation italienne. Et vous pouvez acheter ou vendre le coupon, mais vous ne pouvez pas trader le rendement. Donc le spread n'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire l'analyse sur TradingView et ensuite réagir en fonction sur ProRealTime. Parce que si vous tablez sur une baisse du rendement entre l'Italie et l'Espagne et l'Allemagne, c'est-à-dire que soit celui de l'Allemagne augmente plus rapidement que celui de l'Italie, ce qui semble peu probable, ça voudrait dire que la situation en Allemagne est plus inquiétante que la situation en Italie, ce qui est, je pense pas le cas. En tout cas, ce n'est pas l'habitude du spread. Mais si vous estimez que le spread est trop haut, et donc vous anticipez une baisse du spread parce que les instituts en Italie vont diminuer, alors vous allez anticiper l'inverse sur l'obligation italienne. Donc là, par exemple, ici, vous anticipez que le spread diminue et donc que le rendement italien baisse. Donc le rendement italien, pour le regarder, vous avez juste à y mettre IT10Y. Vous voyez là, il est sous résistance, c'est pour ça que le spread consolide. Donc, si vous anticipez une baisse du spread, vous pouvez acheter ce BTP. Parce que si baisse du spread, alors hausse du BTP. C'est la réaction inverse entre le rendement et le prix. Alors le rendement est uniquement disponible sur PRT version future, pas PRT version CFD. Voilà, bah écoutez, merci Didier pour cette information. Est-ce que l'on peut aussi prendre les divergences, une formule avec un indicateur entre les indices US et le Nikkei pour se dire que cela euh, se moyenne. Alors, j'ai pas le message entier. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà.
Est-ce que l'on peut aussi prendre la divergence, une formule avec un indicateur, entre les indices US, EU et Nikkei pour se dire que cela moyenne ou pas du tout, à part les devises euh, Pour se dire que cela se moyennait pas du tout. Alors, si vous voulez dire pour analyser la tendance de fond, la tendance globale des indices, oui, mais autant regarder le MSCI World. Autant regarder le MSCI World, il existe. Ça vous permettra d'avoir voilà, quelque chose de plus rapide et de plus perspicace, étant donné que le MSCI World est un indicateur extrêmement, enfin, un indice extrêmement surveillé. Ça permet de savoir si la tendance de fond est haussière ou baissière. Et là, vous voyez, on a un canal, clôture en dessous, donc le sell-off, le rebond, et on se maintient en dessus. Donc là, on a le MSCI Monde. Dans le MSCI Monde, petite indication, il y a à peu près 56% d'actions américaines, on doit avoir à peu près du 10% du Japon. De toute façon, vous avez toute la composition, vous avez juste à écrire MSCI World. Vous avez généralement la première page, c'est MSCI, l'entreprise, qui cote cet indice. Vous avez tout en bas, là vous allez par pays, vous voyez 60% États-Unis, 8,39% de Japon, 6,31% du Royaume-Uni, 3,96% de France, etc., etc. Donc voilà, ça permet d'avoir finalement un aperçu, une évaluation du marché des actions globales. Voilà, et vous pouvez également regarder les émergents. Donc vous voyez, donc là vous avez le MSCI World, hein. Si vous êtes client chez IG, MSCI World, vous avez le iShare, donc c'est un ETF. C'est un ETF et ça vous permettra de surveiller la tendance. Donc là, personnellement, je n'ai pas l'historique, mais si vous êtes client, vous l'avez. Vous l'avez. Vous avez également donc tous les emerging markets, vous avez des tas d'ETF. En fait, presque tous les actifs, alors pas tous les actifs que vous avez sur TradingView, mais tous les plus connus dans le monde entier, vous les avez chez IG, soit en CFD, soit en ETF. Vous voyez, MSCI Emerging Market, donc vous en avez en plus des tas, hein. iShare, euh, Wisdom, MSCI, Lixor, Amundi, vous voyez, vous avez des tas différents d'emerging market. Donc ensuite, c'est à vous de voir sur lequel vous souhaitez trader. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi le matière première, j'ai pas fait de résumé, mais je m'attends à un petit rebond, étant donné que le DXY est sous résistance, donc ça me semblerait logique qu'on ait un rebond des matières premières, parce que le principal facteur qui met sous pression les matières premières en ce moment, c'est la hausse du dollar. Donc si on a une baisse du dollar, ça devrait se faire donner une respiration aux matières premières, mais également, comme je vous l'ai dit, aux paires majeures comme l'euro dollar, le GBP USD, la UD USD dans une plus faible mesure, parce que vous savez que la UD USD ou que la NZD USD sont pas mal sous pression pour différents facteurs, le dollar, la guerre commerciale, etc., etc. Le fait que l'Australie a beaucoup de dettes externes, voilà, il y a pas mal de facteurs qui viennent à l'encontre de la hausse de l'AUD d'un point de vue fondamental. Donc plutôt euro-dollar, GBP USD, voilà, hausse, l'USD CAD, baisse, vous voyez, mais pas vraiment l'AUD USD, le NZD USD. Ces devises devraient progresser face au dollar, mais je pense dans une plus faible mesure. N'oubliez pas de regarder le CFD DAX autour de 13h. Voilà, donc Didier qui nous invite à surveiller le DAX et l'Eurostoxx en raison des trois sorcières. Voilà. Et BTC USD, excusez-moi Frédéric, j'ai pas répondu à votre question. Donc BTC USD, il me semble que les 6000 points sont sauvegardés depuis hier. Vous voyez, 6000 points, enfin 6000 points, 6000 $, on a le rebond. Est-ce que pour autant c'est un signal haussier? Compliqué à en être certain. Regardez, on a des belles mèches haussières. Ça, c'est un signe de faiblesse. Normalement, dans une tendance haussière, on a des mèches, on a des grands chandeliers, des grands corps, pardon, avec des faibles mèches. Ou alors, s'il y a des mèches, elles sont plutôt baissières. Si on a des mèches qui sont majoritairement haussières, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en intraday, on a une hausse, et que finalement, en deuxième partie de journée, ou en tout cas en fin de séance, on a eu les vendeurs qui ont refait surface. Donc c'est pas synonyme de hausse. Là, on a un corps qui commence à s'étendre, qui commence à être grand. On a peut-être un début de tendance, de momentum. Mais en tout cas, si on a une hausse, vous voyez que la perspective elle est assez limitée. On a cette mobile à 200 périodes. On a cette oblique qui fait pression depuis, vous voyez, janvier, mars, mai,
juillet. Donc si on a un rebond, il devrait se faire jusqu'à allez, 7005 au maximum. Et si on a ce retour à 7005, nous devrions, je pense, surveiller les signaux baissiers. Comme ce fut le cas, rappelez-vous, en juillet, où on avait une belle divergence sur le graphique 4 heures, et dont j'avais écrit dans mon article, où il y avait une perspective de baisse. On avait une belle, vous voyez, une divergence ici, RSI sous 50, là on avait le signal baissier. Donc voilà, là, on va dire le rebond est possible, mais s'il se fait, honnêtement, c'est de 1000 $. Donc c'est pas non plus un rebond majeur qui devrait se faire. Euh, donc voilà, pour moi, honnêtement, il y a beaucoup plus d'opportunités à court terme, tant que le cours se situe en dessous de cette oblique et de cette moyenne mobile, plutôt position short, voilà, des opportunités de short. Donc tout rebond, vous voyez, permet de mieux shorter le Bitcoin. Mais honnêtement, anticiper le point bas sur le Bitcoin, c'est assez délicat compte tenu du fait qu'on est quand même dans une belle tendance baissière. Le Bitcoin a chuté de, il me semble, 70% depuis les plus hauts. Ouais, 70%. Donc voilà, c'est assez compliqué de payer le Bitcoin pour du moyen long terme au prix actuel. Même si ça peut paraître intéressant, techniquement, on reste dans une tendance baissière. Donc c'est à vous de voir. On peut avoir votre lien sur le VIX. Alors oui, bien sûr. Donc pour ceux qui sont sur Twitter, je l'ai épinglé en haut de mon mur. Et donc je vous l'envoie. Voilà, donc ça c'est mon article VIX. Mon article VIX, une analyse complète pour les marchés pour les prochaines semaines. Et, euh, et voilà, écoutez. Merci pour votre attention. De toute façon, si vous suivez mes webinaires quotidiens, vous avez plus ou moins ma vision du marché. Donc voilà. Le VIX permet simplement de regrouper finalement le tout. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché. Soyez prudents sur les marchés. Je vous souhaite également un excellent week-end. Et écoutez, à lundi.